Bonjour, on a été quelques-uns l'année dernière, au mois de décembre, à lancer un projet, en tout cas une idée, que l'on a appelé par la suite Utopia 07, autour de deux sujets de préoccupation qui sont fortement d'actualité aujourd'hui. Le premier, c'est effectivement de préserver notre environnement naturel autour de Saint-Paul-le-Jeune, mais bien plus largement. Le deuxième, c'est de nourrir la population à partir de produits sains, produits localement. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec la situation de Covid, la crise du Covid, ces deux sujets sont totalement d'actualité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait déjà, nommer ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour avancer en amont du confinement. Alors, je tiens à remercier Eric, Fabienne, Marie-Hélène, Thierry, David, Francis, Bernadette. Merci aussi à Elisabeth et Aubaria aussi qui ont pris soin de demander des informations. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Premier sujet, c'était d'inventorier les terres agricoles, ou en tout cas les terres pouvant être mobilisées pour faire du maraîchage ou de la production agricole sur l'agglomération. Donc on est allé voir sur place, à plusieurs groupes, cette zone agricole dans le sud de Saint-Paul-le-Jeune. Cette zone, elle est aujourd'hui partiellement exploitée avec de la lavande et d'autres produits, mais surtout elle est maintenue en l'état par une personne qui fait du fourrage et donc ces parcelles elles sont entretenues. C'est déjà une bonne chose. Cette zone agricole, elle a l'avantage d'être une zone définie comme zone agricole. Par contre, elle a beaucoup d'inconvénients pour nous aujourd'hui. Le premier, c'est qu'elle est isolée, c'est qu'elle est loin de tout, et donc avec des risques évidents de vol, de production, ce qui est déjà arrivé. Donc ça, c'est un problème majeur parce que ça veut dire qu'il faudrait sécuriser cette zone avec un système de grillage et de vidéosurveillance, par exemple. Donc c'est pas pour l'instant un avantage certain. Donc c'est même un risque majeur pour les producteurs. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, ou en tout cas, il y a de l'eau, puisqu'il y a un forage qui a été fait il y a quelques années. On a pu s'assurer à plusieurs que ce forage, il y a de l'eau au fond. On ne sait pas quelle quantité. Et puis surtout, le risque majeur, c'est qu'on ne sait pas du tout si de pomper de l'eau dans ce forage, quel impact il pourra avoir sur la consommation d'eau des Saint-Pauliens en termes d'eau potable. On ne sait pas du tout si ça appuie sur la nappe souterraine, et donc du coup le risque en cas de sécheresse, en situation de sécheresse, déshabiller Paul pour habiller Jacques, comme dirait l'autre, c'est-à-dire de donner de l'eau pour l'arrosage des parcelles agricoles, mais le risque étant qu'il n'y ait plus d'eau au robinet. Donc on est dubitatif sur ces inconvénients, et puis on s'est dit, bon voilà, on a un premier bilan qui a été fait, dont on a tiré les conclusions que je viens de vous évoquer. Ensuite, on a regardé dans Saint-Paul-le-Jeune lui-même, en sachant qu'en aparté, il y a eu des propositions dans l'agglomération de Saint-Paul-le-Jeune sur d'autres communes de l'environnement, mais pour l'instant, rien n'a été finalisé. Donc on continue, et on a pu effectivement identifier quelques parcelles en bord de Claves qui ont été exploitées auparavant. Donc on ne sait pas s'il y a des puits, s'il y a des systèmes d'irrigation dessus. On sait que sur une parcelle qu'exploite Claudie Chauveau juste à côté, il y a effectivement des puits et des systèmes d'irrigation qui ont été mis en place. Donc on suppose qu'il peut y avoir la même chose sur ces trois parcelles, donc qui sont la propriété de gens qu'on a identifiés mais qu'on n'a pas contactés aujourd'hui, mais qui pourraient demain être exploitables
en termes de production agricole. Elle représente à peu près 3 hectares, donc elle rentre dans un modèle économique viable. Elles sont aujourd'hui, elles nécessiteraient un gros travail de débroussaillage et en même temps elles résoudraient des problèmes de risque d'incendie dans les périodes de réchauffement. Donc il y a cette deuxième zone qui peut être intéressante puisqu'elle représente 3 hectares, donc un bel avantage. On peut le mettre en lien déjà dès maintenant avec le modèle économique, c'est-à-dire se dire que on pourrait avoir 3 exploitants maraîchers qui exploitent une zone de 1 hectare chacun. On pourrait négocier le fermage avec les propriétaires et mutualiser du matériel commun pour pouvoir exploiter ces 3 parcelles qui sont l'une à côté de l'autre. En ayant plusieurs zones d'incertitude. La première, c'est l'eau. Parce que pour l'instant, on a la Claise à côté. On se dit qu'il y a nécessairement de l'eau en sous-sol, puisque ces jardins ont été exploités en temps, c'est-à-dire il y a longtemps. C'est la première zone d'incertitude. La deuxième, c'est que n'étant pas dans la zone agricole, ou définie en termes de zone agricole, elle pourrait ne pas bénéficier d'aide agricole si les exploitants étaient amenés à déclarer ces parcelles pour pouvoir bénéficier des aides en tant que jeunes agriculteurs. Donc 2 zones d'incertitude, mais quand même un bon espoir de pouvoir voir quelque chose aboutir. Encore faut-il, premièrement, contacter les propriétaires et trouver un modèle de négociation, notamment pour le débroussaillage de ces parcelles, et puis ensuite pour l'exploitation. Donc ça, il reste à finaliser ces choses-là. Et puis à l'autre bout, il nous faut aussi avoir des maraîchers compétents à mettre sur ces parcelles pour optimiser le rendement d'une production locale. Donc c'est là que le troisième chantier a été mis en route, c'est de consulter un peu des maraîchers installés localement, pas nécessairement sur Saint-Paul-le-Jeune, mais dans l'agglomération. Donc pour les nommer, le premier a été Cédric Nuis, qui exploite à Saint-Sauveur-de-Cruzières et qui est habitant du Petit Braïc. Le deuxième est Clément Caraguel, exploitant du Champ du Fort à Bannes. Et la troisième étant notre camarade Claudie Chauveau, qui habite Saint-Paul-le-Jeune et qui exploite à Saint-Paul-le-Jeune. Cédric Nuis ayant sa structure à Saint-Sauveur-de-Cruzières qui s'appelle Victoria Percor. Donc on a consulté ces 3 exploitants et on a commencé à travailler, à réfléchir sur le modèle en se documentant un peu sur ce qui se faisait aujourd'hui. On est quelques-uns à se dire que le modèle c'est celui de Jean-Martin Fortier, qu'on remercie au passage d'avoir aidé Cédric Nuis pour pouvoir bénéficier de sa formation. Qui lui part du principe que sur 1 hectare, un exploitant peut vivre à l'année sur cette zone, en sachant qu'effectivement 1 hectare en agriculture bio-intensive, c'est l'équivalent de 10 hectares avec un tracteur en modèle classique. Nous on part de l'idée que dans l'idéal ce serait effectivement d'avoir une parcelle où la production est intensive sur une petite zone, un peu comme ce qui se faisait à Paris dans les années 1900. D'ailleurs, c'est le modèle qu'a utilisé M. Fortier ou M. Coleman. Et puis parce qu'effectivement, nous, c'est peut-être ce qui peut permettre effectivement d'avoir, premièrement, 3 exploitations, et puis une intelligence collective, c'est-à-dire le travail, la coopération entre 3 maraîchers, par exemple, sur cette zone-là. Ce qui serait vraiment intéressant en termes de modèle. Donc un modèle avec 1 hectare par maraîcher, et puis du matériel commun sur une zone où le matériel pourrait être partagé, et donc les risques aussi, notamment en termes de réparation ou de casse, mutualisés sur 3 propriétaires. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui sur cette partie-là, en sachant que
On a fait ça avant le Covid, on a fait ça, on a réfléchi durant le Covid, on a échangé avec les uns et les autres. Mais on n'est pas resté les pieds dans le même sabot. Nous, on a décidé de se mettre en action parce qu'on a dit qu'aujourd'hui, c'est plus l'heure de réfléchir, mais aussi peut-être d'être dans l'expérimentation. Donc, bien évidemment, on va aider nos amis maraîchers parce que c'est bien beau de les filmer. Donc, quand même, il a été fait 40 films sur les sujets. Donc, c'est pas rien. C'est beaucoup de travail qui a été réalisé durant ce temps-là avec l'objectif final de faire un film. Mais en dehors de cela, on a été quelques-uns, et je m'aperçois en parlant avec des gens qu'on croise, notamment au marché, et je salue l'idée que le marché continue à exister, et aujourd'hui il se pose des questions effectivement sur l'après, donc je vais reparler après. Mais on est quelques-uns à avoir remis en place des jardins, parce que c'est important de se dire que la suite du Covid, c'est peut-être une crise économique, donc il faut anticiper les coûts en termes de production personnelle. Se dire qu'on peut être autosuffisant ou en tout cas suffisant même partiellement. La deuxième, c'est qu'on est quelques-uns à avoir initié des parcelles de jardins partagés. Donc on salue au passage Floribunda et Enrica qui avaient initié cette idée de jardin partagé il y a quelques années, qui avaient raison avant l'heure, mais c'est bien parfois d'avoir raison avant l'heure parce que ça permet aussi de tenir compte de ce qui s'est passé pour pouvoir mieux rebondir. Sans le savoir nécessairement, mais c'est intéressant. Donc on est quelques-uns à avoir envie de continuer des jardins à partager. Bon, évidemment, filmer c'était bien, mais on s'est dit que mettre le genou à terre chez les producteurs maraîchers, c'était aussi une manière de comprendre le métier et la dureté du métier. Donc on va toutes les semaines aider des maraîchers, et notamment Cédric Nuis sur sa parcelle parce qu'il en a besoin. Ça fait partie pour nous des priorités. De toute façon, c'est une priorité qu'a annoncé le ministre de l'Agriculture. Donc ça fait partie de la nécessité pour nous d'aider les maraîchers en les soutenant physiquement. Et puis on est quelques-uns à avoir pris des initiatives personnelles pour remettre en place de la production d'alimentation locale, parce qu'on considère qu'effectivement c'est aussi une manière de résister. Et de se dire que demain, s'il y a des difficultés économiques, on sera toujours heureux de pouvoir avoir des pommes de terre à manger, notamment. Donc la sortie du Covid-19, ça peut être au moins deux hypothèses de travail. En tout cas, la première, c'est que les commerçants du marché sont débordés. Ils ont plus de demandes que d'offres. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a encore de la place pour des producteurs en local. On peut implanter des maraîchers, on peut implanter des poules pondeuses, on peut implanter de l'élevage localement, en sachant qu'il faut continuer à réfléchir sur... je sais combien c'est difficile, parce que Clément en est témoin aujourd'hui, d'élever des moutons, mais le mouton peut être une solution, notamment en termes d'alimentation locale, mais en plus et surtout en termes de risque d'incendie ou de nettoyage de parcelles. On se dit qu'effectivement, mettre à disposition dans le cadre d'un modèle dont on va parler après, c'est-à-dire d'une AMAP, des moutons à disposition sur des parcelles pour pouvoir nettoyer les parcelles, soit de particuliers, soit de zones boisées avec risque d'incendie, pourrait être demain une partie du modèle. Donc merci à Anne du Dolmen de nous avoir initié l'idée lors de la première réunion. La deuxième, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les producteurs locaux sont débordés parce qu'ils n'ont pas assez de production par rapport à la demande. Mais demain, comment maintenir cette dynamique-là pour éviter que les gens retournent à leur vieux travers, c'est-à-dire d'aller chercher des produits soit sur des marchés aux alentours, soit le pire dans les grandes surfaces. Donc on se dit que peut-être mettre en place une AMAP ou un point de livraison sur l'agglomération serait une bonne piste de travail. Et puis la deuxième piste de travail qui commence vraiment à faire son chemin, c'est l'idée de faire un marché de producteurs en soirée, parce que les gens ne peuvent pas, à part les retraités, les gens ne peuvent pas accéder à un marché le matin, donc que ce soit le lundi ou le vendredi matin, parce qu'il y a des gens qui travaillent toute la semaine. Et donc se dire que premièrement ça animerait la commune, et deuxièmement ce serait pertinent en termes de contenu.
l'idée d'initier un marché de producteurs, soit en début de soirée, soit en soirée. Mais pas uniquement en période estivale, mais aussi toute l'année. Donc voilà des pistes de travail sur lesquelles on a avancé. Donc je rappelle, je tiens à remercier toute l'équipe, hein, Eric, Fabienne, Marie-Hélène, Thierry, Francis, David, Bernadette, Elisabeth, et puis les Barrigas qui initient aussi des choses derrière. Et puis tous ceux qui veulent donner un coup de main à Utopia, en sachant que ce nom il est provisoire. Il est provisoire parce qu'on n'a pas trouvé d'autres choses aujourd'hui, en sachant qu'Utopia a déjà été pris par une association au niveau national, donc peut-être qu'il faudra en changer. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de structure juridique en tant que telle, donc ça n'est qu'un projet au début, mais voilà, il était important de témoigner que des choses avancent, que des choses se font, que le fait simplement d'avoir produit des vidéos et de les avoir diffusées sur Internet fait qu'aujourd'hui, des producteurs ont une vue et les gens ont une vision sur ce que ces gens font. Donc on va continuer à aller les aider et je vous invite à en faire autant, mais aussi à diffuser ces vidéos pour que, parce que c'est aussi ça notre souci, notre préoccupation, c'est aussi de sensibiliser les gens sur le mieux manger et le manger localement. Nous, on n'est pas nécessairement sur des ultras du bio, mais on se dit que le modèle bio-intensif avec du bio au maximum, dans la mesure du possible, eh ben, ce serait l'idéal. Nous, l'idée, c'est pas de uniquement nourrir 50 enfants de la cantine, c'est de nourrir plus largement l'ensemble de la population.